Bonjour Solène Ménager, vous représentez Yannick Jadot. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'association de citoyens contre les déserts médicaux. La problématique d'accès aux soins est un sujet majeur qui préoccupe les Français dans le cadre de l'élection présidentielle. Cette inégalité d'accès aux soins est une réalité et provoque une diminution de l'espérance de vie de 2 ans en moyenne dans zones sous-dotées selon l'étude d'Emmanuel Vigneron. Les chiffres de la densité de médecins généralistes parlent d'eux-mêmes. On est à 6,08 médecins généralistes pour 10 000 habitants dans la Sarthe, 6,32 ici en Mayenne, 7,97 en Dordogne, alors que la moyenne nationale tourne autour de 8,44 pour 10 000 habitants. Depuis peu, un problème supplémentaire vient s'ajouter au manque de médecins de ville, à savoir les fermetures des urgences de plusieurs villes, comme ici à Laval, la nuit de 18h30 à 8h30. C'est encore le cas ce soir, le 8 mars. Pour autant, l'ensemble des Français qui vivent dans une zone sous-dotée ou dans une zone suffisamment dotée sont égaux face aux cotisations sociales et face à l'impôt. Chaque Français est protégé par la Constitution qui garantit l'accès à la santé pour tous. Alors nous attendons des propositions concrètes et réalisables pour les 5 prochaines années. Vous avez la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci de me donner la parole, Maxime, et de la donner ainsi à Yannick Jadot pour présenter notre programme. Notre système santé est à bout de souffle, clairement. Les réformes des années 2000, décidées sous l'influence du nouveau management public, ont mené à 2 effets principaux. D'abord, la recherche d'économies via la tarification à l'acte. Ça a entraîné une course à la rentabilité et ça a aussi rogné sur l'offre de soins. Et ça a également entraîné la reprise en main par l'État de toutes les politiques publiques, ce qui laisse peu de place en fait, à une gestion de proximité des besoins. Et donc, on ne s'adapte pas forcément à la population qu'on a en face de soi. Tout ça, ça a contribué à assécher le vivier des soignants. D'une part, par la dégradation constante du ratio soignant-patient, et d'autre part, par la non-revalorisation aussi de leur salaire. Donc, dans nombre de secteurs clés du médico-social, le privé commercial s'est donc imposé de fait face à l'assèchement des finances locales et aussi à l'austérité imposée par les collectivités publiques et dont l'État. Et j'en veux pour preuve récente et mortifère les EHPAD Orpea. Donc nous, quel est le constat qu'on fait aujourd'hui de l'hôpital public qui, vous l'avez dit, est un pan entier de la question des déserts médicaux? C'est qu'on a un hôpital public sous pression, d'une part parce que les passages aux urgences en 10 ans ont doublé, et d'autre part, en parallèle, on a entre 1993 et 2018, 100 000 lits qui ont été fermés. Donc vous voyez évidemment la situation dans laquelle l'hôpital est. Ça crée 2 crises. D'abord une crise aussi de gouvernance. On l'a dit, la T2A, ça incite à se focaliser sur des activités rentables au détriment d'activités qui seraient peut-être plus attendues par les patients locaux. Et d'autre part, de ressources humaines, via la désaffection, l'absentéisme, les postes qui restent vacants et la forte dégradation des conditions de travail des soignants. Quelques exemples, en tout cas, voilà, on a un taux de suicide 3 fois supérieur chez les internes par rapport à la population normale. On nous parle de semaines de 70, de 80 heures, parfois jusqu'à 120 heures. C'est pas entendable, ça, dans un système de providence, en tout cas. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on propose concrètement, nous? D'abord, une reprise globale de la dette des hôpitaux publics qui est de 20 milliards d'euros. Et ensuite, garantir l'application de ratios normés du nombre de patients par catégorie de soignants et également par secteur d'activité hospitalière. Donc l'objectif de ça, c'est évidemment d'assurer la sécurité et la qualité des soins et en même temps d'améliorer les conditions de travail des soignants. Donc on va embaucher en 3 ans, pas sur le quinquennat, mais 100 000 infirmières et infirmiers. Et on va en même temps augmenter leur rémunération qui devra être au moins égale à la moyenne des pays de l'OCDE, c'est-à-dire pour une infirmière ou un infirmier en ce moment, 10% supplémentaires sur le salaire net. Pour ce qui est des déserts médicaux hors hôpital, puisque voilà, en Mayenne, on est fortement concerné. En France, c'est 1 commune sur 3 qui est dans un désert médical. Ça se traduit en renoncement aux soins, on le sait, en délai de prise en charge rallongé et aussi en engorgement des services d'urgence. Ça engendre un surcoût de 1 à 5 milliards d'euros pour le système de santé français. Et on sait aujourd'hui que le numerus clausus en hausse n'y remédiera pas si on n'a pas aussi des mesures pour équilibrer l'offre de soins territorialement. Il faut aussi qu'on s'attaque en parallèle aux déserts médicaux dans les lieux de vie, qui sont aussi autant de points de contact avec un public. Et j'entends par là les écoles et les entreprises.
Donc nous, nos propositions concrètes pour les déserts médicaux hors hôpital, c'est d'instaurer un conventionnement sélectif pour limiter les nouvelles installations dans les zones déjà bien pourvues en médecins. Donc c'est-à-dire qu'un médecin ne pourra s'y installer en étant conventionné que lorsqu'un médecin libéral cessera son activité. En complément, nous mettrons en place de façon temporaire et transitoire une obligation d'effectuer la dernière année d'internat et les 2 premières années d'activité dans un territoire sous-dense. C'est une mesure qu'on accompagnera en favorisant l'installation des médecins et de leurs familles. En parallèle à ça, et pour justement essayer de voir l'avenir, une suppression réelle du numerus clausus en doublant les capacités des facultés de médecine sur le quinquennat. Également, on souhaite favoriser de nouvelles modalités d'exercice et notamment pour améliorer l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle des soignants. C'est quelque chose qu'ils demandent énormément et c'est tout à fait normal. Donc, en favorisant une forme salariée dans des maisons de santé, par exemple, qui seront gérées par l'hôpital de proximité. Et enfin, pour permettre aux médecins déjà installés de consacrer plus de temps aux soins et à la clinique, on va s'appuyer davantage sur les compétences des infirmiers et des infirmières pour faciliter notamment le renouvellement d'ordonnances de certaines pathologies et améliorer la coordination des parcours de soins entre tous les acteurs de la santé pour que le médecin ne soit plus une tour de contrôle qui parfois enraye aussi le système de santé. Je vous remercie. Merci. Je vous laisse nous rejoindre. Donc merci madame. Donc le format de notre audition veut que maintenant vous alliez pouvoir répondre directement à des questions posées par des citoyens qu'on a donc préenregistrées pour vous. Donc vous avez 9 possibilités. Donc vous choisissez sur l'écran celui qui vous convient. Moi qui choisis. Oui. Eh bien je vais prendre la dame en 4. Bonjour Isabelle, 49 ans. Comptez-vous encadrer les aides financières que peuvent apporter les communes à l'installation des médecins? D'accord, donc cette question, j'imagine qu'elle sous-entend des inégalités parfois par collectivité, par moyen de collectivité. Ok. On n'entend pas limiter ou encadrer les aides des collectivités envers les médecins. En revanche, évidemment, on compte favoriser les territoires qui n'auront pas les moyens de le faire en les aidant, en les accompagnant dans ce sens-là également. Et on estime aussi que notre programme mis en place, les collectivités n'auront plus à suppléer le rôle de l'État d'assurer l'accès et l'égalité aux soins à tous. Puisque nous l'assurons via notamment la territorialisation des médecins en France. Merci. À toi. C'est à moi. Le lendemain de l'élection présidentielle, quelle sera la première mesure que vous allez prendre pour répondre à l'urgence des déserts médicaux, car on ne peut pas attendre 10 ans supplémentaires dans ces conditions? Ah oui, c'est une évidence. Donc la première qu'on mettra en place, alors j'ai déjà exprimé, mais c'est pour moi la mesure d'urgence, c'est l'obligation d'exercer l'activité pour la dernière année d'internat et pour les 2 premières années d'exercice dans un territoire sous-dense, qui prendrait un effet immédiat à la rentrée. De toute façon, pour les internes, ça peut prendre un effet immédiat, comme vous le dites, au 25 avril. Et ensuite, pour les 2 premières années d'exercice, là, dès l'année prochaine. Merci, de vos réponses. Comme vous le savez, la réponse de Yannick Jadot à notre lettre ouverte est disponible sur notre site internet. Donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Et puis encore merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Avec plaisir.